Marie, vous êtes un raconteur d'histoires. Est-ce que cet intérêt pour les histoires, pour la littérature, était présent chez vous déjà tôt, déjà enfant? Ah oui, tout à fait. D'abord comme auditeur. L'enfant à qui on lit ou à qui on raconte une histoire, et puis qui plus tard se met à lire tout seul, et qui encore plus tard se met à écrire. Qu'est-ce que vous aimiez dans cet univers de l'imagination, de l'imaginaire, des histoires qu'on vous racontait enfin? Je me souviens par exemple des contes de fées qu'on me racontait quand j'étais gosse, et j'avais l'impression de voyager. C'était extraordinaire. Et de quitter au fond ma famille, mon appartement, ma vie, et puis d'être tout d'un coup dans le château d'un roi ou sur un bateau, et c'était magnifique. Ça m'a donné envie de lire. Mais est-ce que ça vous a donné envie d'écrire? Alors, pas tout de suite, mais j'ai toujours eu envie d'écrire. Je n'ai pas eu le temps d'écrire pendant très longtemps, parce que j'avais une occupation qui me prenait beaucoup de temps et d'énergie, mais j'ai commencé à écrire, il n'y a pas si longtemps que ça, en fait, des romans pour les adultes. J'en ai écrit 3, j'y ai pris un grand plaisir, et puis je suis venu maintenant à écrire un livre pour les enfants. Quand vous dites vous aviez toujours envie d'écrire, qu'est-ce qui vous séduisait avec l'idée de l'écriture avant de vous y mettre sérieusement? Mais je crois que c'est la possibilité de créer un monde, de créer des personnages, voir ces personnages devenir plus vivants que des personnages qui existent. C'est-à-dire que ce qui est vraisemblable devient vrai. Et ça, c'est assez extraordinaire. Et puis vous les modelez, vous les transformez, vous les nommez, vous en faites un portrait exactement comme vous avez envie. Vous êtes libre. Et cette liberté-là, rien ne la remplace. Est-ce que vous vous souvenez déjà de personnages qui vous avaient marqué en ce sens, qui vous inspiraient déjà quand vous étiez plus jeune? Ah oui, oui. Je citerai par exemple deux romans suisses. Le Trésor de Pierrefeu, de Pernette Chapenière, et puis un roman qui s'appelle Le secret de la porte de fer, qui est l'histoire de 3 ou 4 gosses qui vont explorer un souterrain, et quand ils rentrent dans le souterrain, derrière eux, la porte se ferme violemment et ils sont prisonniers du souterrain. Et ça, je trouvais ça extraordinaire. J'aurais pu citer des phrases du livre, tellement ça m'avait marqué de voir ce que je considérais comme des camarades entrer dans le souterrain, vivre une aventure qui se terminait bien, heureusement. Donc oui, j'ai des souvenirs précis. Vous avez choisi une voie un peu différente, vous dites qu'il vous a pris du temps, mais qui finalement n'est pas complètement différente, qui est assez complémentaire. Racontez-moi. Oui, tout à fait. D'abord, au début, j'étais enseignant. Donc, quand on est enseignant, il y a quand même de longs moments où on parle aux élèves et on leur raconte des histoires. On essaye de rendre le cours vivant, d'accrocher son public pour que la classe vous suive. C'est un peu ce qu'on fait quand on écrit. Donc, tant que j'enseignais, je crois que j'étais très proche des livres. D'ailleurs, mon objectif était, entre autres, de faire aimer les livres aux élèves, qui n'étaient pas nécessairement acquis à la lecture. Donc, c'est un défi, et moi, j'aimais beaucoup ça. J'étais très content quand tout d'un coup, je voyais les élèves mordre au hameçon, en quelque sorte. C'était un grand plaisir. Comment est-ce que vous faisiez pour susciter leur intérêt, créer vraiment ces sortes d'engagement littéraire auprès des plus jeunes? D'abord dans le choix des textes. Je pense qu'il y a un grand rôle que joue le maître, le prof, quand il choisit les livres qu'il va présenter à sa classe. Il connaît ses élèves, il sait quelles sont leurs capacités, quelles sont leurs envies. Donc il doit s'adapter à son public. On ne choisit pas les mêmes livres pour des enfants de 12 ans, pour des enfants de 14 ou 15 ans. Même si l'écart d'âge n'est pas très grand, l'écart d'intérêt est grand. Donc voilà, il y a d'abord dans le choix, et puis après on met en scène le moment de lecture. Racontez-moi ça. En fait, on est un peu un acteur ou un peu un metteur en scène. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a ce public devant nous et on va essayer de rendre la chose aussi vivante, aussi inattendue que possible, créer un effet de surprise. Et puis en même temps, c'est l'école. Donc il faut quand même que les enfants apprennent à décortiquer un texte, à le travailler chez eux seuls. Enfin, il y a aussi une partie technique dans tout ça, mais pas uniquement. Donc voilà. Vous avez un souvenir de texte qui était peut-être que vous pensiez être un défi au départ, mais qui a vraiment pris auprès de ces jeunes? Oui, par exemple, je me souviens avoir enseigné Le bourgeois gentilhomme de Molière.
Voilà. Alors là, on est à des années-lumière de ce qu'ils connaissent. Bonjour, gentilhomme. Mais quand on arrive à expliquer aux élèves le ridicule du personnage, et on arrive à relier le personnage à des gens vivant aujourd'hui. Donc, oui, c'est une pièce de théâtre écrite au XVIIe siècle, mais pas uniquement. Et comme ça, les élèves y trouvent un sens. Je me souviens par exemple du livre de Kessel, qui aussi plaisait bien aux élèves. Tout d'un coup, cette petite fille avec un lion en Afrique, on était très loin du Lignon où était située l'école, mais ils arrivaient à s'y accrocher. À quel moment est-ce qu'il y a une forme de déclic ou en tout cas l'écriture vient et prend une place véritable? Alors, comment ça se passe? En réalité, longtemps après, parce que j'ai pas été enseignant toute ma vie. Par la suite, je suis entré dans l'administration scolaire, j'étais directeur d'école, j'étais le directeur du personnel, du cycle d'orientation, donc je me suis éloigné des élèves et je me suis éloigné de ce monde-là. Mais il est toujours resté présent en moi. Et même comme ça, dans des soirées avec des amis, j'aime bien raconter des histoires. Donc, c'est un goût qui m'est resté. Racontez-moi cette première expérience d'écriture. Alors, ma première expérience d'écriture, elle a eu lieu aux États-Unis. J'ai suivi un atelier d'écriture. Vous savez que les Américains ont créé les ateliers d'écriture, hein, bien avant les Européens qui regardaient ça avec distance en disant « on va formater les écrivains, c'est très mauvais, etc. » Mais en réalité, quand on tombe sur un bon atelier d'écriture, on peut y prendre beaucoup d'intérêt et on peut apprendre à écrire. Alors, l'atelier d'écriture ne va pas vous donner du talent, mais il va vous donner des techniques. Vous allez pouvoir discuter avec d'autres gens qui écrivent, avec la personne qui dirige l'atelier. Voilà, j'ai commencé à suivre ces ateliers. Qu'est-ce que vous en avez retiré de ces ateliers? Une sorte de confiance ou une sorte de... Oui. Peut-être le coup de pouce dont vous aviez besoin pour vous lancer? Absolument. J'ai commencé à écrire, alors très curieusement en anglais, puisque j'étais aux États-Unis, alors que ce n'est pas ma langue. Et très bizarrement, j'étais moins inhibé dans une autre langue qu'en français. Parce que dans sa propre langue, on voit tous les défauts. En anglais, quand j'avais écrit une nouvelle, parce que j'ai jamais écrit plus que des nouvelles, ben, j'avais l'impression que j'avais accompli quelque chose. Donc, j'ai écrit des nouvelles et à un moment donné, l'enseignante m'a dit « mais vous devriez écrire un roman ». Avec ces nouvelles, vous pouvez les mettre ensemble, les transformer et en faire un roman. Et là, bon, il n'était pas question d'écrire un roman dans une langue qui n'est pas la mienne, donc j'ai écrit mon premier roman, qui s'appelle « Un si dangereux silence », et elle m'a poussé à le faire. Elle a senti qu'il y avait un sujet derrière une des nouvelles, et j'ai écrit ce roman, et quand il était terminé, je me suis dit, bon, ben, c'est une bouteille qu'on lance à la mer, et je l'ai envoyé à un éditeur. Puis très vite, il m'a dit qu'il était d'accord de le publier. Alors c'était une grande chance parce que c'était le début d'une nouvelle vie. En tout cas, ça m'a ouvert des portes que je n'aurais jamais cru possibles. Racontez-moi cette première nouvelle, de quoi parlait-elle? Alors, les premières nouvelles avaient des sujets différents, mais il y en a une qui parlait d'un personnage arménien. Et moi, je suis d'origine arménienne. L'enseignante ne le savait pas. Et quand elle a lu la nouvelle, elle m'a dit « Ah, mais là, il y a quelque chose d'intéressant. » Et c'est comme si, sans le savoir, elle avait mis le doigt sur quelque chose qui m'était un peu étranger, en réalité, parce que mes origines arméniennes, elles sont lointaines. Mais j'avais touché là un sujet qui demandait à être creusé. Est-ce que vous vous souvenez pourquoi vous aviez eu envie de toucher à ce sujet-là en particulier? Non, c'était malgré moi. C'était malgré moi et à partir du moment où elle m'a dit ça, ben, j'ai commencé à creuser le sujet et c'est devenu un roman. Est-ce que ça veut dire que quand vous réfléchissez ou quand l'inspiration vient, c'est quelque chose de pas du tout calculé et vous nous dites « Ah, ben, je vais écrire sur ce sujet parce que c'est quelque chose qui m'intéresse ». Alors, je crois qu'il y a toujours deux moments. Il y a le moment où vous vous laissez aller à l'inspiration, aux idées, et puis il y a le moment où vous reprenez ce que vous avez écrit, et puis vous le mettez en forme, vous le travaillez, vous vous intéressez au style, à la construction de l'histoire, enfin toute la partie technique d'écriture. Donc il y a toujours un peu ces deux moments qui doivent s'imbriquer l'un dans l'autre. Il faut que l'écriture soit au service du sujet, il faut que le sujet soit agrandi, entre guillemets, par l'écriture. Ce premier roman qui naît d'une nouvelle, qu'avez-vous choisi ou qu'avez-vous raconté à ce moment-là?
Alors j'ai raconté l'histoire d'un jeune homme arménien, musicien, qui n'a pas très envie de connaître ses origines. Il est né à Genève et il va avoir une histoire d'amour avec une Arménienne d'Arménie à qui il ne révèle pas quelles sont ses origines. Et quand il finit par le faire, elle est très fâchée en disant « Mais pourquoi tu ne me l'as pas dit tout de suite ?» Et en fait, c'était une espèce de non-dit pour lui. Et puis voilà, ça se termine bien par une histoire d'amour, et ça se termine aussi par l'histoire de sa famille, de ses parents et de ses grands-parents. Donc c'est vraiment une histoire de famille, et c'est au fond le sujet que je préfère. Parce que les histoires de famille, elles sont illimitées. Vous pouvez en créer 50 000, il y a toujours de la matière. Vous disiez que vous aviez des origines arméniennes, on parle de culture arménienne dans ce roman. Quelle part de vous avez-vous transmis dans cette histoire? Comment cette histoire peut-être vous a un peu transformé ou peut-être a révélé des choses de vous que vous ignoriez jusque-là? Alors, c'est une question qu'on m'a beaucoup posée en me disant « Mais tu racontes l'histoire de ta famille ?» En fait, non. C'est une histoire c'est vraiment de la fiction. Pour une raison très simple, c'est qu'en fait, je ne connais pas l'histoire de mes origines qui ont été détruites au moment du génocide arménien dans l'Empire ottoman. Donc, je n'ai pas de documents, à part une ou deux photos. Et mes parents ont toujours eu à cœur de ne pas me raconter les histoires parce qu'ils ne voulaient pas me faire peur. Parce que c'est une histoire dramatique. Donc, si vous voulez, j'ai dû inventer ce que probablement je savais un peu intuitivement, mais pas vraiment au niveau factuel. C'était important pour vous de faire ça? De créer ce processus-là? Oui, je pense que c'était important, mais je ne m'en rendais pas compte. Une fois que c'était fini, je me suis dit « Ah oui, quand même ». Et là, j'ai présenté le roman assez souvent en racontant aussi l'histoire des Arméniens. C'était une manière de porter témoignage. Vous sentez que ça a changé quelque chose en vous aussi? Ça a libéré peut-être quelque chose? Oui. Oui, ça m'a relié à mes origines. Le roman a été traduit en arménien. Et quand j'ai été le présenter à Yerevan en Arménie, alors que je sais très peu l'arménien moi-même, donc il a été traduit, j'avais l'impression que le roman était rentré chez lui. Et ça, c'était fort pour moi. C'était très émouvant. J'avais tout d'un coup l'impression que j'avais un peu rendu hommage à mes ancêtres. Donc oui, c'était fort. Et il a maintenant été traduit en anglais. Alors là, en anglais, je peux lire la traduction. Je n'ai pas ce problème. Est-ce que le processus créatif pour ce premier roman, qui est quand même un effort important, c'est pas forcément quelque chose de facile, surtout que vous avez attendu longtemps pour produire ce premier roman. Le premier processus était plus facile que les suivants, assez étrangement, parce que je crois que le premier processus, on est très innocent. On fait ça, et puis voilà, on a écrit. Tout d'un coup, ça devient un roman. On a trouvé un éditeur, on est content. Et puis quand on veut s'attaquer au deuxième, on est beaucoup plus lucide sur la difficulté de l'entreprise. Et on se dit, mais j'en ai écrit un, mais peut-être que je vais pas arriver à en écrire deux. Et puis en fait, voilà, j'étais, disons, moins naïf, on va dire. Alors j'ai écrit le deuxième, qui s'appelle L'Impératrice des Indes, et puis le troisième maintenant, Courir dans les vagues. Et puis j'ai l'impression d'avoir creusé un sillon en quelque sorte, tout en étant quand même très modeste par rapport à l'entreprise. Qu'ont-ils en commun ces différents romans? Deux choses en tout cas. La première chose, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est l'histoire d'une famille, toujours. Et puis il y a une deuxième chose en commun. Dans chacun des romans, j'ai fait revenir un personnage du roman précédent. Alors, pas du tout, parce que ce sont des suites, ce sont trois romans différents, mais c'est pour moi l'idée de retrouver un personnage qui fait un signal, et qui est un peu à la manière du petit pousset qui sème des cailloux, et qui forme une petite trame. Et ça me fait plaisir de faire ça. Je suis très attaché aux personnages que j'ai inventés. C'est comme si c'était des vraies personnes. Et puis, à la fin du roman, ils me parlent et ils me disent « Non, non, tu ne vas pas nous lâcher comme ça, on va revenir. » Et voilà, on les fait revenir. J'allais vous poser la question, quel rapport avez-vous avec ces personnages? Vous les aimez beaucoup, ils font partie de vous, c'est votre famille, vos amis, vos parents peut-être, je ne sais pas. Oui, je les aime beaucoup. C'est peut-être un peu naïf de dire ça comme ça, mais oui, je suis attaché à ces personnages. Parfois, ils m'agacent. Parfois, ils prennent vie sans que je le veuille. Dans mon deuxième roman, il y a un personnage qui arrive à la page, je crois, 113, et qui devait rester seulement pour quelques paragraphes, et elle n'a pas voulu partir. Elle s'est installée dans le roman. Vous savez, comme vous avez quelqu'un qui s'installe chez vous, qui ne part pas,
Ben, c'est ce qu'elle a fait et elle est restée jusqu'au bout. Et elle était là, elle tient une épicerie dans une banlieue de New York et elle est là et elle prend toute la place. Elle était devenue un personnage principal du roman. Mais je n'avais pas décidé de ça de façon délibérée. C'est elle qui a décidé. C'est quelque chose qu'on n'arrive pas forcément à comprendre, nous lecteurs, parce qu'on lit l'histoire, elle semble totalement naturelle, c'est logique, les personnages, on les aime pas, Ouais. mais ils ne pourraient pas ne pas être dans le roman. Et on ne se dit pas forcément que l'auteur lui-même est confronté exactement à cette question-là. Écoutez, moi j'avais souvent lu ça, parce qu'il y a des auteurs qui racontent ça, et puis j'avais toujours écouté ça d'une oreille en disant oui, il exagère ou elle exagère, mais en fait, je crois que ça ressemble au négatif d'une photo. Enfin, moi, je ne suis pas photographe, mais je crois que de temps en temps, on fait des photos, il y a le négatif, et on trempe ça dans un bain, en tout cas autrefois, Ouais. et la photo apparaît. Et c'est un peu comme ça. Et ça, je dois dire que quand ça arrive, parce que ça n'arrive pas tout le temps, mais quand ça arrive, quand le personnage tout d'un coup devient vraiment vivant et s'installe, c'est extraordinaire. Je dois dire que c'est un plaisir, en tout cas pour moi, un grand plaisir. Vous regardez en vous disant, mais est-ce que c'est vraiment moi qui crée ça? Oui, il y a quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Effectivement. Après, il y a quand même de la technique. Hein. Le personnage doit quand même être clairement dessiné, il y a des paragraphes en trop, etc. Donc il y a une partie technique. Mais pas uniquement. Vous avez écrit 3 romans pour adultes, puis arrive une aventure un peu différente, c'est celle pour aux Suisses, notamment l'enlèvement d'Elisa. Et comment s'est passée cette nouvelle approche de l'écriture qui est peut-être soit totalement identique ou un peu différente? C'est arrivé par hasard. J'ai rencontré une libraire et le distributeur des livres à qui j'ai dit « Ah, moi, j'ai toujours eu envie d'écrire un livre pour les enfants. » Et puis ils m'ont pris au mot en disant bah, « Fais-le, essaye !» Et j'ai proposé un scénario à la maison d'édition qu'il a accepté assez vite. Et j'ai commencé à écrire ce roman pour les enfants. Alors, j'arrive, après avoir fait cet exercice, à la conclusion qu'il y a plus de ressemblance entre l'écriture pour adultes et l'écriture pour enfants que de différence. Raconter une histoire, c'est quand même avoir un arc avec un début, un milieu, une fin, qui soit accessible au lecteur ou à l'auditeur. Ensuite, c'est créer un scénario. Qu'est-ce qui se passe dans votre histoire? Après, c'est créer les personnages. Comment est-ce qu'ils se développent? Comment est-ce qu'ils interagissent entre eux? Voilà. Créer un décor. Ça se passe où? Est-ce qu'il y a une maison? Est-ce qu'il y a une ville? Voilà. Donc, il y a pas mal de ressemblances. Après, il y a aussi une partie technique. Comment est-ce que j'écris mon histoire? Est-ce qu'il y a du dialogue? Est-ce qu'il y a de la narration? Est-ce qu'il y a les deux? Donc, finalement, ça se ressemble plus qu'autre chose. Bon, alors, après, il y a des différences, évidemment. Pour les enfants, vous écrivez un peu plus simplement, un peu plus court. Mais je n'ai pas non plus voulu écrire trop simplement. Pour la bonne et simple raison que je crois que les enfants comprennent bien les choses, même s'il leur manque un ou deux mots, même s'il y a des paragraphes qui semblent un peu obscurs, ils se débrouillent. Et j'en ai fait l'expérience parce qu'en étant en train d'écrire le roman, je l'ai présenté à une classe à l'école primaire. Et j'ai trouvé les gamins extrêmement réceptifs, même si l'histoire n'était pas complètement finie. Et je leur ai dit, voilà, vous êtes les cobayes d'un roman que je suis en train d'écrire. Et ils étaient pleins d'idées. Ils ont fait des tas de remarques extrêmement habiles, extrêmement vives. Et j'ai trouvé qu'on n'avait pas besoin d'être trop simple avec eux. Vous disiez tout à l'heure que vous aviez toujours voulu écrire un roman pour les enfants. Pourquoi? Mais je crois que c'est un souvenir de ma propre enfance. C'est le rêve d'autrefois. Vous avez été lecteur, vous avez été auditeur, vous avez été enchanté. Moi, j'ai été enchanté par moments. Et l'idée de pouvoir enchanter des enfants à mon tour, bah, c'était vraiment une ambition lointaine que j'avais. Donc, quand la proposition m'a été faite, je l'ai acceptée très volontiers. Chez moi, un peu ce roman, L'enlèvement d'Elisa. Alors, L'enlèvement d'Elisa, c'est d'abord une histoire qui se passe à Genève. Et ça, c'est important parce que c'est le décor de l'histoire et que du coup, vous placez dans le roman des lieux que vous connaissez.
par exemple le plateau de Pincha, par exemple la jonction avec le Rhône-et-Loire, le jet d'eau, voilà. Vous avez des endroits que vous connaissez, qui sont devant vous depuis que vous êtes né. Donc ça, c'est assez sympathique. Vous n'avez pas besoin de faire de longues recherches. C'est là, c'est dans votre ADN en quelque sorte. Ensuite de ça, j'ai placé, mais ça, vous ne le répéterez pas, dans le roman La maison où j'ai grandi, qui a été dessinée par l'illustratrice. Alors, personne ne le sait, mais évidemment, moi, oui, donc ça me parle, si vous voulez. Ouais. Et j'ai imaginé qu'il y avait deux garçons qui étaient des copains, Loïc et Vaé, aidés par la grande sœur de Loïc, Clémence, qui, tout d'un coup, aidaient une jeune Brésilienne arrivée à Genève à se défaire de vilains personnages qui essayent de l'enlever pour faire payer une rançon à ses parents. Une collection frisson, donc un suspense, que c'est un genre un peu différent que celui auquel vous aviez l'habitude? Ce qui est différent, c'est que Frisson est une collection. Donc ça veut dire que l'auteur X doit entrer dans la collection et dans les contraintes de la collection. Alors ça, c'était un aspect qui était complètement nouveau pour moi, parce que mes 3 romans, mon éditeur Michel Moret ne m'a jamais posé de conditions en disant « faites ci, ne faites pas ça », c'est pas une collection. Donc là, au début, j'étais un peu surpris, parce que j'avais un peu l'impression qu'on m'avait mis sur des rails, et que j'avais de temps en temps envie de quitter les rails, mais il n'est pas question de ça, puisque c'est une pierre parmi d'autres, ce roman. Alors ça, c'était nouveau. Et puis, ce qui était nouveau aussi, et ça, c'était une très jolie expérience, c'est le fait que le livre est illustré. Donc, tout d'un coup, la maison d'édition a trouvé au Brésil une jeune femme qui a fait les illustrations. Donc, le texte était terminé quand il a été transféré à l'illustratrice avec les explications pour qu'elle comprenne de quoi il retournait, et elle a fait page après page les dessins, d'abord en noir et blanc et ensuite en couleur. Donc je recevais chaque dessin l'un après l'autre dans mon ordinateur, ça venait par mail, et je devais, au fond, dire si le dessin correspondait au texte. Et ça, c'est très amusant, parce que vous avez une idée dans la tête, oui, vous avez écrit des personnages, vous les voyez physiquement, vous les voyez en action, vous imaginez ce qu'ils font, ce qu'ils ne font pas, et tout d'un coup, il y a quelqu'un à l'autre bout du monde qui les a dessinés. Et il se trouve que cette jeune femme, Caroline Garcia, a très bien compris le roman. Elle a compris l'esprit du roman. Donc, pas seulement techniquement que le petit est rouquin et que l'autre, oui, etc. Elle a compris l'esprit du roman, et je trouve que ses dessins sont très jolis. Et que ça correspond à l'idée que vous aviez un peu dans votre tête en écrivant? Oui, j'aurais peut-être pas dessiné ça, d'abord je sais pas dessiner, mais peu importe, peu importe. Et c'est comme un cadeau, j'ai reçu ça un peu comme un cadeau. Donc ça m'a beaucoup amusé, parce qu'évidemment, c'était jamais arrivé avec mes 3 premiers romans, personne n'a dessiné quoi que ce soit. Alors, ce qui est commun avec les autres romans, c'est le fait que quand les gens lisent votre roman, après ils vous disent « Ah oui », et puis ils vous font des commentaires. Et parfois, on vous fait des commentaires très inattendus. « Ah oui, j'ai bien compris que tu voulais », et puis c'est pas du tout ça. Enfin, on n'y a jamais pensé. Alors, ma théorie, c'est qu'une fois que le roman est sorti, il appartient au lecteur. Il n'appartient plus à l'auteur. Le lecteur, il fait ce qu'il veut du roman. Il aime pas, il a compris que c'était comme ça et pas comme ça. C'est son choix. Et vous écoutez poliment, de temps en temps, vous rectifiez un petit peu, mais pas vraiment. Et là, avec le roman qui est fini maintenant, le roman pour les enfants, je vais retourner dans la classe où j'étais, vendredi, et je vais apporter le roman aux enfants qui vont le voir matériellement. Et je me réjouis d'avoir leur réaction. Est-ce que c'est difficile de lâcher un roman une fois qu'il est écrit et finalement de le laisser vivre sa vie auprès des lecteurs, auprès de votre public? Oui, oui. Il y a toujours un moment où vous vous dites « Maintenant, je ne peux plus rien corriger ». Parce qu'une fois qu'il est fini, vous le relisez, bien sûr, évidemment. À partir du bon à tirer, vous devez lâcher le bébé. Et oui, c'est toujours une crainte qu'il y a quelque chose qui ne va pas jouer, qu'on a laissé passer une incohérence, qu'il y a des erreurs, que la couverture ne sera pas jolie. Enfin, vous avez
une espèce de fantasme de toutes les catastrophes qui peuvent arriver, et puis qui heureusement n'arrivent pas, ou presque pas. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous tenez physiquement votre roman? Ah, vous avez l'impression d'être le père qui assiste à la naissance de son enfant. Enfin, moi qui ai assisté une fois à la naissance de mon enfant, puisque j'en ai eu qu'un, c'était exactement la même chose. Quand je suis arrivé pour mon premier roman chez l'éditeur, à Vevey, et il a sorti le roman et m'a dit « voilà le livre », j'ai eu un moment oui, de grand bonheur. Et puis aussi d'émotion, quoi. Ça devient concret. Oui, tout d'un coup, ça devient concret. Quelle relation entretenez-vous avec le public et comment est-ce que vous entendez ou vous écoutez les remarques qu'ils vous font? Alors, bon, dans le public, il y a des gens, évidemment, que je connais. Oui. Alors là, eux, je suis jamais très sûr que leurs commentaires sont totalement sincères, parce que je me dis, ils veulent pas me faire de peine, ils ont dit qu'ils aiment bien, enfin voilà, etc. Et puis pareil, il y a les gens que vous ne connaissez pas, qui quelque part, je veux dire, dans le monde, mais c'est un peu prétentieux, mais quelque part ailleurs, ont lu le livre, et puis voilà, vous ne savez pas. Et qu'est-ce que ça vous fait d'avoir un retour de ces personnes-là? Ah, mais c'est un grand privilège, hein. C'est vraiment un très, très grand privilège quand tout d'un coup, vous avez l'impression que les gens vous font une immense faveur d'acheter le livre, d'y passer quelques heures, de s'interroger sur ce que vous avez voulu faire. Je crois que c'est une chance incroyable. Mes livres ont parfois voyagé, soit en France, ils ont même une ou deux fois voyagé aux États-Unis, parce qu'il y a une librairie française à New York où j'ai présenté mes romans. Alors là, vous êtes dans un tout autre décor, et puis vous avez les gens qui viennent, et puis vous avez l'impression que, voilà, quoi, que vous avez votre livre a un peu décollé, et vous avec. Et surtout, ça vous ramène à vos ateliers d'écriture aux États-Unis de départ. Oui. C'est un peu un retour aux sources. Oui, c'est un retour aux sources, tout à fait. Est-ce que vous voyez une évolution entre votre premier et ce que vous faites aujourd'hui? Bah, j'espère, mais... Vous avez répondu oui tout de suite. Oui, j'ai dit oui, un peu prétentieux quand même. Non, j'ai un fils qui relit mes romans. Et il me dit non, c'est mieux, c'est mieux. Alors je le crois. Et en termes de narration, des histoires que vous voulez raconter, est-ce que vous sentez que vous avez envie de pousser plus loin, d'aller plus loin, ou de questionner autre chose? Oui, mais tout en me disant que peut-être que je vais plus y arriver. Vous savez, vous doutez encore? Ah ben oui, vous avez toujours la crainte que, voilà, vous en avez écrit et puis c'est fini. Donc il y a toujours une inquiétude par rapport à ça. Parce qu'il n'y a aucun... C'est à l'intérieur de vous. Donc peut-être que c'est fini. C'est, voilà, terminé. Puis peut-être pas. Alors, la suite de mes aventures littéraires, elle reste inconnue, hein. Mais disons, ces moments où vous êtes avec le public, que ce soit un public d'enfants ou un public d'adultes, c'est un grand encouragement. C'est-à-dire que quand vous êtes de nouveau seul devant votre ordinateur et que vous vous dites « Non, mais pourquoi est-ce que je fais ça? Je vais jamais y arriver, c'est pas assez bon. » Enfin, tous ces doutes que vous avez, ben, tout d'un coup, vous entendez des commentaires qu'on vous a faits, vous vous dites « Ah, mais peut-être que ça ferait plaisir que je me remette à écrire quelque chose. » Et vous êtes un peu porté par ça. En tout cas, on vous souhaite de nous porter loin encore et de vous porter loin dans ces récits. Merci beaucoup, Harry. Merci à vous, Zelda. Merci.